Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Merci de choisir la TV7. Installez-vous confortablement. Les titres, les voici. Nous parlerons coopération en l'espace de 5 ans. La Banque mondiale a quintuplé ses engagements financiers. Au Togo, quels sont les facteurs ayant joué en faveur de cette croissance? Des éléments de réponse dans cette édition. Aussi, la sécurité maritime a été au cœur d'une rencontre du sous-comité des chefs d'état-major de la marine de la CEDEAO à Lomé. Il a été question d'évaluer les avancées et de poursuivre les réflexions pour de nouvelles stratégies adaptées aux défis de l'heure. Le compte rendu à suivre. Au-delà de nos frontières, la mission de l'ONU au Mali a annoncé avoir débuté hier lundi le retrait de 2 de ses camps de la région de Kidal, entamant ainsi une nouvelle phase des opérations de retrait forcé, une situation qui fait craindre une intensification des combats dans le nord du Mali. Puis nous parlerons de l'initiative chinoise La Ceinture et la Route, une initiative censée accompagner des pays en matière d'infrastructure, mais qui se révélerait désormais comme un piège de la dette. Comment? Des éléments de réponse à suivre. C'est tout pour le sommaire de ce soir. Restez avec nous, les détails, c'est tout de suite. Rebonsoir et bienvenue, nous parlons coopération à l'entame de cette édition. Sur les 5 dernières années, les investissements de la Banque mondiale au Togo ont connu une hausse presque d'environ 300%, une situation expliquée par les efforts consentis par le pays pour améliorer son climat des affaires et celui des investissements. Enfin, un bilan succinct de la situation dans ce reportage signé Kofi Clégué. De 238 millions de dollars en 2018, les engagements financiers de la Banque mondiale sont passés à 1134,63 millions de dollars en 2023 au Togo, soit une augmentation d'environ 381%, des données qui relèvent du secrétariat général de la présidence. Cette forte croissance s'expliquerait, selon les autorités togolaises, par l'amélioration du score Country Policy and Institutional Assessment. Au Togo, il a atteint 3,7 en 2022, alors qu'il était de 3 en 2016. Ceci grâce à une série de réformes structurelles et institutionnelles mises en œuvre depuis 2018 pour améliorer les indicateurs de gouvernance et créer un environnement favorable à l'investissement. D'ailleurs, en septembre dernier, le Togo a bénéficié de 2 appuis financiers de la Banque mondiale. Estimé à 93 milliards, le premier constitue un soutien à la mise en œuvre du programme d'appui au financement de politiques de développement durable. Le deuxième, financement additionnel, s'estimait à 12,4 milliards de francs CFA et concerne la phase 1 du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest. Mais bien avant, le 23 juin dernier, l'institution avait également approuvé un financement de 100 millions de dollars à l'endroit du pays dans le cadre du programme d'assistance sociale transformatrice pour la résilience au Togo. L'initiative devrait étendre sa couverture de transferts monétaires à des ménages identifiés comme extrêmement pauvres et sortir 1,24 million de personnes de la pauvreté d'ici 2029. En tout, le portefeuille de la Banque mondiale au Togo est composé de 15 projets et programmes inscrits notamment dans plusieurs secteurs dont l'agriculture, l'éducation, la santé, la protection sociale et les télécommunications. Ceci pour un financement global de 385,5 millions de dollars, soit près de 240 milliards de francs CFA. Cela fait déjà 60 ans que le Togo et la République de Corée du Sud entretiennent des relations diplomatiques. Pour marquer ce jubilé de diamant, la République de Corée du Sud, soutenant la feuille de route 2025, a offert du matériel sanitaire au Togo. Voici le compte rendu de Jeannette Toyi et de Kofi Clégué. Le 60e anniversaire marquant les relations diplomatiques entre le Togo et la Corée a été marqué par un don de la République de Corée à l'endroit du pays. Le matériel a été réceptionné à Lomé vendredi dernier par le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et des Togolais de l'extérieur. Composé de 6 ambulances et de matériel médical d'une valeur de 456 864 000 de dollars américains, soit environ 283 447 288 000 francs CFA. Ce geste vise à renforcer les moyens logistiques pour faire face aux situations d'urgence dans les hôpitaux. Ainsi, les ambulances seront réparties dans les 5 régions économiques du pays, ainsi que dans la région du Grand Lomé, améliorant ainsi la prise en charge des urgences médicales dans les structures sanitaires.
Par ailleurs, ce don s'inscrit dans le cadre de l'axe 1 de la feuille de route Togo 2025. Ce dernier vise à renforcer l'harmonie sociale, garantir la paix par la mise en œuvre de la couverture santé universelle et élaborer un plan de réponse aux urgences sanitaires. Parlant d'assurance maladie universelle, il faut rappeler que le projet devrait être opérationnel à partir de janvier 2024 au Togo. Il s'étend désormais à 3 catégories de bénéficiaires: les agents publics, les assimilés, les travailleurs du secteur privé et les personnes vulnérables. Parlons éducation à présent dans le but de mettre à jour et de réadapter leur système éducatif pour garantir à leurs apprenants un apprentissage de qualité. Le Togo et 2 autres pays africains vont déployer le modèle de financement du partenariat mondial pour l'éducation. Que doit-on réellement comprendre par là? Les précisions dans ce reportage de Nadège Arlidja. 3 différentes éducations de différents pays de la sous-région, dont celle du Togo, ont fait objet de révision la semaine dernière. Cette révision a concerné le Cameroun, la Mauritanie et le Togo. Déroulée à Yaoundé, elle a porté sur la qualité de l'apprentissage dans ces pays. Il était question de repenser les systèmes avec lesquels l'apprentissage y a été abordé, car il s'est avéré que malgré des années d'engagement de ces 3 pays dans les objectifs de développement durable, le niveau des apprenants laisse à désirer, les conditions n'étant pas réunies sur presque tous les plans, ce qui ne favorise pas l'implication totale des enfants dans l'apprentissage. Plusieurs aspects ont été révélés comme étant à l'origine: le manque d'infrastructures répondant aux besoins, l'absence de nuances entre la simple scolarisation et l'éducation, le manque d'enseignants formés et le manque d'outils pédagogiques nécessaires. Comme solution à cela, le Togo, comme les 2 autres pays, va déployer le modèle de financement du partenariat mondial pour l'éducation. Ce dernier est un mécanisme au service des pays en voie de développement qui opère à l'échelle internationale pour mettre fin à la crise mondiale de l'apprentissage. Son déploiement dans le pays va permettre de retravailler le système éducatif, le rendre pragmatique et permettre ainsi donc à chaque apprenant de libérer ses potentiels pour qu'il puisse être exploité. Tout autre sujet dans cette édition, plus de peur que de mal dans la nuit du 8 au 9 octobre dernier dans le quartier de Atiemi à Lomé. Des échanges de coups de feu ont eu lieu entre une patrouille de la police nationale et 2 individus présumés malfrats. Retour sur les événements avec ce récit de Bernard Quinvi. Lomé est confronté ces dernières années à une augmentation alarmante de l'insécurité. Cette situation met en péril la quiétude et la stabilité de la population. Selon un dernier communiqué de la police nationale, dans la nuit du 8 au 9 octobre dernier, 2 malfrats ont été surpris par une équipe de patrouille au quartier Atiomé à Agoué. Ces derniers ont ouvert le feu en direction des forces de l'ordre. Celles-ci ont riposté aux tirs, obligeant les malfrats à prendre la fuite. Dans leur fuite, ils ont abandonné une moto sans plaque d'immatriculation et un poste téléviseur. Avec cette nouvelle intervention de la police contre les criminels, l'on peut conclure que les malfrats ne cessent de refaire surface. Il est donc important que la population soit de plus en plus vigilante. Et pendant ce temps, la sécurité maritime reste au cœur des préoccupations en Afrique de l'Ouest. Le secteur maritime, s'il est en plein essor, doit faire face aux défis d'ordre sécuritaire. La récente rencontre du sous-comité des chefs d'état-major de la marine de la CEDEAO a examiné les évolutions, mais également réfléchir aux améliorations à apporter. Les détails de Promise Pomegbe à travers la voix de Bernard Quinvi. Les pays ouest-africains font face à des défis croissants et variés en matière de sécurité maritime. La piraterie, le vol à main armée, la contrebande et autres affectent le potentiel du domaine maritime de la CEDEAO et mettent à mal les efforts pour accélérer le développement économique et l'intégration. Ils aggravent ainsi la pauvreté et l'instabilité. Afin de garantir la sûreté, la sécurité maritime et la pureté des mers, les pays de la CEDEAO ont mis en place depuis 2014 une stratégie maritime intégrée avec pour objectif de renforcer la gouvernance maritime, renforcer la sûreté et la sécurité du domaine maritime, assurer la gestion de l'environnement marin, optimiser l'économie et pour finir promouvoir la sensibilisation et la recherche dans le domaine maritime.
Réuni à Lomé, le sous-comité des chefs d'état-major de la marine de la CEDEAO a examiné l'état des opérations et la fonctionnalité des centres maritimes mis en place par la stratégie, mais aussi défini des mécanismes en vue de renforcer la coopération régionale dans la lutte contre les activités maritimes illicites. En effet, la stratégie a permis de gagner des batailles dans la lutte contre la criminalité en mer et de réduire considérablement les attaques. Toutefois, les batailles gagnées induisent de nouveaux défis à relever. Il urge de s'ancrer véritablement sur les enjeux et acquis du présent et s'armer pour mieux projeter l'avenir. Les États devront s'atteler aux ressources régionales, s'unir pour renforcer l'efficacité de chaque État, mais aussi associer les autres pays du continent et même aller au-delà. Aussi, faut-il rappeler que la charte de Lomé sur la sécurité maritime dont le but est de prévenir l'expansion des crimes en mer et faire des mers et océans un espace propice au développement de l'Afrique n'a jusqu'alors été ratifiée que par une poignée de pays dont le Togo. Et également dans le reste de l'actualité, les pêcheurs togolais interpellent les autorités togolaises quant à la situation au port de pêche de Lomé. Ils recommandent l'immatriculation des pirogues, mais également la rénovation du nouveau chenal d'arrêt. Pourquoi? Les éléments de réponse dans ce reportage de Jeannette Toy et de Nadège Arleja. Les pêcheurs du port de pêche de Lomé sont confrontés à une série d'accidents maritimes alarmants, principalement dû à des vagues soudaines à l'entrée du port qui provoquent des collisions graves avec la structure d'entrée du port. Ces accidents font des blessés ainsi que des dégâts matériels considérables. Une situation critique qui nécessite des actions d'urgence de la part des autorités portuaires de Lomé. Les dites mesures devront essentiellement concerner la rénovation du chenal d'entrée du port. L'actuel est jugé trop étroit pour les pirogues. Ceci va contribuer à renforcer la sécurité des pêcheurs et de leurs embarcations, réduisant ainsi les risques d'accidents en mer. En outre, les pêcheurs réclament l'immatriculation de leurs pirogues. Cette immatriculation étant aussi essentielle selon eux pour assurer un suivi efficace des embarcations, la réactivité en cas d'incident en mer. Toutes ces mesures devront rehausser la stabilité de l'économie locale. Pour rappel, la pêche contribue à hauteur de 4,5% au produit intérieur brut du pays. L'activité emploie plus de 20 000 personnes pour une production annuelle de 20 000 tonnes de poissons. Des données communiquées par la direction des pêches et de l'aquaculture. Agriculture à présent, avant de s'envoler vers d'autres horizons, le secteur joue un rôle essentiel et il est toutefois confronté à divers défis. Pour faire face à ces enjeux, plusieurs initiatives ont été lancées et parmi lesquelles récemment la création du premier parc dédié à la technologie et à l'innovation dans le secteur agricole. À quelle fin exactement? Les éléments de réponse dans ce reportage de Claire Gagnon avec la voix de Nadège Arleja. L'agriculture, pilier majeur de l'économie togolaise, en raison de sa contribution significative à la richesse nationale, fait face à des défis de taille. Parmi eux, la faible mécanisation et l'utilisation de semences à faible rendement. Pour répondre à ces défis, des actions sont menées. Le Togo a inauguré le tout premier parc de technologie et d'innovation agricole. Cette initiative a pour objectif de promouvoir l'adoption des dernières technologies innovantes et est située à Davier, au sein du Centre de recherche agronomique du littoral. Ce parc a pour but de renforcer la résilience des agriculteurs face aux aléas climatiques, de stimuler leur productivité et d'améliorer la qualité de leurs récoltes. Une avancée majeure pour l'agriculture togolaise. Ce parc de technologie et d'innovation agricole n'est pas seulement réservé aux experts du domaine. Il est également un espace d'apprentissage ouvert aux étudiants en agronomie, aux investisseurs, à l'ensemble de la chaîne de valeur agricole ou à tout l'ensemble de la population. Avec ces avancées technologiques, l'avenir de l'agriculture togolaise s'annonce plus prometteur, laissant entrevoir une augmentation de la productivité et une meilleure sécurité alimentaire pour le pays. À l'étranger, au Mali, le retrait des soldats de la mission de l'ONU dans le pays se poursuit. Une nouvelle phase de retrait a débuté hier lundi et concerne des camps de la mission installés à Kidal. L'armée malienne, quant à elle, s'active déjà de son côté pour assurer une présence militaire dans la dite zone. Reportage.
La mission de l'ONU au Mali a commencé à se retirer de 2 de ses camps situés dans la région de Kidal, au nord-est du pays. C'est une nouvelle phase de son retrait qui intervient cependant avec un mois d'avance. En effet, le départ de ces 2 camps était prévu pour la mi-novembre. Normalement, d'ici le 31 décembre 2023, la MINUSMA doit avoir complètement quitté le Mali. Les autorités à Bamako ont d'ailleurs confirmé lundi vouloir le départ des casques bleus d'ici la fin de l'année. Mais ce calendrier de retrait inquiète l'ONU qui a fait part samedi de ses doutes compte tenu de la situation sécuritaire du pays, mais pas seulement. Selon l'organisation internationale, ces équipes sur place seraient confrontées à des difficultés causées par le gouvernement malien, comme par exemple le blocage de ses convois logistiques ou encore la non-délivrance d'autorisation de vol pour ces appareils. Par ailleurs, le retrait des casques bleus se fait dans un contexte sécuritaire tendu. Le départ de la MINUSMA a en effet exacerbé les rivalités entre groupes rebelles et séparatistes pour le contrôle du territoire. La MINUSMA est présente au Mali depuis 2013 suite à l'avancée des djihadistes, mais après le coup d'État en 2020, les autorités maliennes ont demandé le départ des casques bleus. Et Bola Tinubu, le président nigérien, poursuit ses efforts quant au redressement de l'économie de son pays. Lundi, le nouveau budget du pays estimé à 34 milliards de dollars a été approuvé par le Conseil exécutif fédéral du pays. Cette nouvelle disposition devrait permettre au Nigeria de connaître une croissance économique estimée à 3,4%. D'autres précisions dans le reportage qui suit. Le gouvernement fédéral du Nigeria prévoit de dépenser 34 milliards de dollars en 2024, alors que le président Bola Tinubu tente de relancer l'économie du pays. Le Conseil exécutif fédéral a approuvé lundi le budget pour l'année 2024, qui est près d'un 5e plus élevé en naira que le budget de l'année précédente. S'adressant à la presse locale lundi, Atiku Bagudu, le ministre nigérian du budget et de la planification nationale, a indiqué que cette enveloppe devrait permettre une croissance de 3,7% en 2024, un chiffre supérieur aux 2,9% prévu par le Fonds monétaire international. Dans le cadre du plan de dépenses de 2024, le Nigeria s'est donné comme objectif de produire 1,7 million de barils de pétrole par jour, ce qui représente une augmentation de 31% par rapport au niveau de production actuel. Comme annoncé par le ministre du Budget, le gouvernement mettra de côté 10,8 milliards de dollars pour le service de la dette. Quant à l'inflation, qui est actuellement de 27,7%, son plus haut niveau depuis 20 ans, elle devrait se modérer à 21% l'année prochaine. Actualité en République démocratique du Congo, accusé de faux en écriture, falsification des sceaux de l'État, propagation de faux bruits, transmission de messages erronés et contraire à la loi, le journaliste Stanis Bujakera ne sera pas provisoirement remis en liberté, et ceci malgré les manifestations des autres journalistes de la corporation. Les détails dans ce reportage. Malgré les manifestations de sa corporation, Stanis Bujakera reste en prison. La justice a rejeté lundi la demande de liberté provisoire du journaliste, redoutant une fuite. Le procès du directeur adjoint de publication du site congolais d'information actualité.cd et correspondant du magazine Jeune Afrique se déroule devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe. Stanis Bujakera est aux arrêts depuis le 8 septembre et est accusé notamment de faux en écriture, falsification des sceaux de l'État et propagation de faux bruits, entre autres. L'affaire concerne un article publié fin août par Jeune Afrique, non signé du journaliste, qui se basait sur un document présenté comme une note des services de renseignement civil mettant en cause les renseignements militaires dans l'assassinat mi-juillet de l'ancien ministre et opposant Chérubin Okende. Stanis Bujakera risque jusqu'à 10 ans de prison. Restons en République démocratique du Congo pour cette fois-ci nous intéresser aux provinces dans le nord Kivu du pays qui semblent avoir retrouvé leur calme d'antan. La lutte menée contre les forces rebelles du M23 ont porté fruit selon des miliciens engagés et des soldats gouvernementaux. Voici leur compte rendu. La vie reprend à Kishanga dans la province de Masisi au nord Kivu. Débarrassés des M23, les rebelles ont été chassés de cette ville par les Wazalendo, une milice présentée comme proche du gouvernement congolais.
rompant ainsi une trêve observée depuis 2 mois. En ce moment, nous remercions Dieu parce que nous pouvons encore voir la lumière du jour et nous assistons aussi à l'arrivée du gouvernement, ce qui est un bon signe et que l'atmosphère s'améliore. Nous demandons au gouvernement de chasser l'ennemi jusqu'à ce qu'il reparte au Rwanda. Nous pourrons alors nous sentir en sécurité. Nous vivions très bien avec toutes les communautés ethniques, mais cette guerre du pays voisin a créé des discriminations en notre sein et nous a divisés. Miliciens et soldats gouvernementaux patrouillaient dans la ville reprise à l'ennemi. Ceux qui ont participé aux affrontements disent s'être engagés pour la libération du pays. Nous nous battons depuis 1 an et demi et nous n'avons pas reçu un centime du gouvernement. Nous nous battons pour libérer le pays. Je vais me battre sans peur parce que c'est un travail. J'ai abandonné mes enfants. J'ai aussi abandonné une grande famille pour me battre et je vais défendre mon pays jusqu'au bout. Le but de la milice proche de Kinshasa est de pousser le M23 hors des frontières congolaises. Il n'y a donc aucune volonté expansionniste de la part de ses supérieurs. Nous savons que l'ennemi est toujours sur notre sol et nous allons le poursuivre jusqu'aux limites de nos frontières parce que nous connaissons les limites du Rwanda et celles du Congo. Nous n'allons pas envahir leur pays. Lorsque l'ennemi quittera notre sol, nous reviendrons en arrière et nous cesserons le feu. Les affrontements se sont poursuivis à la périphérie de Kinshasa ces derniers jours. Direction la Chine, à partir de demain mercredi, Pékin, la capitale chinoise, va accueillir le 3e forum de la ceinture et de la route pour la coopération internationale. Une initiative chinoise lancée en 2013 qui vise à soutenir les pays en voie de développement en matière d'infrastructures. Cependant, les pays débiteurs dans le cadre de cette initiative se retrouvent pris au piège de la dette, selon des experts. L'analyse de la situation dans cet élément. Pékin abrite à partir de mercredi le 3e forum de la ceinture et de la route pour la coopération internationale. Lancé il y a 10 ans par la Chine, la BRI vise à construire des infrastructures au bénéfice de plusieurs pays. Pour atteindre les objectifs de développement, ces pays n'ont pas confiance en eux. La BRI leur dit donc qu'ils doivent suivre leur propre voie vers la modernisation. L'encouragement de la modernisation par la Chine, en particulier à travers l'ouverture et des réformes, et le soi-disant, si vous voulez devenir riche, construisez d'abord sur la route. Je pense donc qu'il est très important que l'ordre international soit axé sur les infrastructures et le développement, et pas seulement sur le haut niveau et les normes élevées de l'ordre international fondées sur des règles. Alors qu'elle est présentée comme gagnant-gagnant par Pékin, l'initiative fait débat. En raison des chantiers financés grâce aux emprunts, les pays débiteurs se trouveraient pris au piège de la dette. La réception et le soutien positif sont indéniables. Je pense que certains facteurs ont peut-être joué dans cela. Tout d'abord, les exemples d'autres pays qui se sont endettés. Et la BRI a été perçue comme un piège, une sorte de piège de la dette. La Chine détient la majorité de la dette de plusieurs pays d'Afrique liée à la construction d'infrastructures. Point final donc à cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci surtout de rester fidèles aux différents programmes de la 7. On se retrouve demain. Bonne suite de soirée et d'ici là, portez-vous bien.